Merci de votre attention, madame, monsieur. Dans l'actualité ce jeudi, la visite du président Faure Gnassingbé en Arabie Saoudite en début de semaine. La coopération entre le Togo et la Banque islamique de développement était au centre de cette visite. 3 accords de financement ont été signés. L'éducation, les infrastructures routières, l'énergie sont les secteurs concernés. Le compte rendu complet en début de journal tout à l'heure. La crise à l'université de Lomé, la toile de fond d'une réunion de crise cet après-midi. Ministre de tutelle, autorité universitaire, délégués étudiants tentent de trouver une solution apaisée aux revendications des étudiants. Les précisions Félix Simtachan dans cette édition. Enfin, l'INAM, ses principes, ses prestations, son vocabulaire vulgarisé auprès des journalistes. La rencontre a commencé ce matin, on en parle aussi ce soir dans cette édition. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue et bonsoir à tous. Le Togo et la BID met dans la main pour l'avenir, conséquence de la visite du président Faure Gnassingbé en Arabie Saoudite et au siège de l'institution. Les deux parties, lors d'une rencontre, ont passé en revue l'ensemble des projets soumis par la délégation togolaise. Une rencontre saluée, vous allez l'entendre par le chef de l'État, le compte rendu de Joseph Amiga, notre envoyé spécial. La coopération entre la Banque islamique de développement, la BID et le Togo a connu une nouvelle phase de son intensification au siège de l'institution à Jeddah en Arabie Saoudite. La délégation togolaise et les responsables de la BID ont passé en revue l'ensemble des projets du portefeuille du Togo, identifié les difficultés afin d'accélérer la mise en œuvre des programmes. Le président de la Banque islamique de développement, Ahmad Mohamed Ali, a rendu tout le mérite au président Faure Gnassingbé pour les importantes réformes engagées et en cours au Togo et les nombreuses actions menées pour améliorer significativement les conditions de vie des populations et placer définitivement le Togo sur la voie de l'émergence. Ahmad Mohamed Ali a salué le leadership du président Faure Gnassingbé dans la promotion de la coopération régionale. Le président de la BID a réaffirmé la volonté et l'engagement de son institution à poursuivre et à intensifier sa coopération avec le Togo. Les responsables des différentes entités de la banque, notamment la Société internationale islamique pour le financement du commerce, la Société islamique pour le développement du secteur privé et la Société islamique pour l'assurance et l'investissement et des crédits d'exportation ont manifesté leur engagement à mobiliser des ressources en faveur des différents secteurs socio-économiques du Togo à la promotion du secteur privé. Le chef de l'État Faure Gnassingbé a exprimé toute la reconnaissance du gouvernement et du peuple togolais au président de la Banque islamique de développement pour les actions de son institution au Togo, confirmant ainsi sa détermination à soutenir l'État togolais dans la mise en œuvre de son programme prioritaire en matière d'infrastructures économiques et sociales. Dans les années 90, nous avons connu beaucoup de problèmes et nous étions sous sanction et donc privés d'aide de développement pratiquement. Et à ce moment-là, nous avons pu compter sur votre groupe et sur sa solidarité, sur sa générosité. Je puis vous dire que c'est quelque chose que le peuple togolais n'oubliera jamais. Et cette amitié, cette coopération ne se sont jamais démenties depuis que nous y avons adhéré. Et nous pouvons dire que nous sommes témoins et nous vivons les valeurs qui ont présidé à la création de ce groupe et qui sont également les valeurs de cette noble religion qu'est l'islam, la solidarité vis-à-vis des pauvres. Je sais, je vous le disais, que vous avez fait de la lutte contre la pauvreté, ici dans le groupe, le cheval de bataille de votre politique. Monsieur le Président, comment ne pas vous féliciter pour le leadership que vous imprimez à la tête de cette institution qui maintenant en Afrique, on dirait, a de nouveaux bébés, de nouveaux enfants qu'on vient de nous présenter et qui sont la preuve que quels que soient les résultats que vous obtenez, vous êtes surtout à l'écoute des besoins des membres de cette institution que nous sommes. Vous êtes surtout à l'écoute des besoins de nos populations, ces populations que nous représentons ici et qui ont la possibilité de goûter aux fruits de cette coopération, aux fruits des efforts que nous sommes en train de faire collectivement. Je peux vous dire que nous ferons tout ce qu'il faut pour que dans les meilleurs délais, nous puissions compléter notre adhésion à ces nouvelles institutions. Parce que au niveau où nous sommes dans notre marche vers le développement, ces institutions-là répondent aux contraintes qui aujourd'hui entravent encore notre marche vers ce développement. Monsieur le Président, nous sortons d'une
élection présidentielle où nous avons eu l'occasion de discuter avec les populations, de les écouter surtout. La campagne électorale est aussi une opportunité pour les dirigeants de faire le bilan, mais surtout de voir un peu ce que nous n'avons pas pu réaliser ou parfois les erreurs que nous avons commises. Et je peux vous dire que si vous allez au Togo aujourd'hui, il y a un consensus, c'est que nous devons faire plus dans le domaine social. Nous devons faire plus pour réduire la pauvreté. Et c'est pour cela que je vous ai proposé que pour les mois à venir, que nous puissions définir un programme, un partenariat ou un cadre de référence pour notre coopération dans le futur, que vous nous envoyez une équipe qui pourra s'asseoir avec nous, avec les membres du gouvernement et avec d'autres qui ne sont pas ici, rencontrer d'autres groupes de notre société, notamment la société civile, les parlementaires, que vous puissiez voir quelles sont nos priorités et qu'ensemble nous puissions définir un nouveau cadre de coopération qui sera plus stable et plus durable. Le séjour du chef de l'État, Faure Gnassingbé, à Djeddah a donc toute son importance. La prise en compte des besoins sociaux de la population togolaise reste une priorité clairement affichée par le président de la République au siège de la Banque islamique de développement. Cette visite a également permis aux experts du département pays de faire l'exposé de l'état de la coopération entre la Banque islamique de développement et le Togo. Une coopération qui se porte bien et qui s'est renforcée au fil des années. L'illustration de ce renforcement, c'est bien l'annonce faite par la BEID de financer de nouveaux projets en 2016, notamment la construction de la route Kara-Défalé, l'équipement des laboratoires des universités de Kara et de Lomé, le développement de la plaine de l'outil, soutien au programme Agropole, la construction de la route Sokodé-Bassar, le projet Santé phase 2. Le conseil d'administration de la BID compte en son sein, et ce pour la première fois, une femme de nationalité togolaise, Madame Kassa Traoré, en charge des projets. Et voilà pour la rencontre et la revue des projets. On en vient maintenant à la matérialisation des discussions. 3 accords de financement ont été signés entre le Togo et la Banque islamique de développement. 3 secteurs prioritaires sont concernés: l'éducation, les infrastructures routières, l'énergie. Nous retrouvons Joseph Amégan pour les précisions. Cet accord de prêt pour le financement de 3 projets dans des secteurs prioritaires au Togo témoigne de la qualité de la coopération qui existe entre la Banque islamique de développement, la BID, et le Togo. Il porte sur la construction de la route Aouda-Kara de montant d'environ 80 milliards de francs CFA, le développement de l'éducation de base phase 4 financé à hauteur de 10 milliards de francs CFA et le projet de construction de la ligne de transmission et du réseau de distribution électrique sur le tronçon d'Apaon-Mango, dont le montant de financement s'élève à environ 30 milliards de francs CFA. La signature de cet accord de financement a été faite en présence du président de la République. Elle est intervenue entre le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de la planification du développement, Adi Otet Ayassar, et le président de la BID, Ahmad Mohamed Ali. À ce jour, le groupe de la Banque islamique de développement a approuvé un montant global d'environ 414 millions de dollars en faveur du Togo, un financement qui prend en compte plusieurs secteurs dont l'énergie, l'éducation, l'agriculture, l'eau et l'assainissement, le transport et les infrastructures. Autre image de cette visite en Arabie Saoudite, l'entretien, vous allez le voir, entre le chef de l'État, Faure Gnassingbé, le président Ahmed Mohamed Ali de la BID. La coopération entre l'État togolais et l'institution financière a été encore largement évoquée à l'occasion, une relation que les deux parties souhaitent renforcer dans les secteurs prioritaires au Togo. Voilà les images de cet entretien. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette visite du président Faure Gnassingbé en Arabie Saoudite. La coopération encore avec cette cérémonie hier à l'ambassade des États-Unis à Lomé. Le nouveau diplomate américain a été présenté à l'ensemble du corps diplomatique accrédité auprès de notre pays. Une cérémonie rehaussée par la présence de plusieurs ministres du gouvernement togolais. Le récit de Pierre Sessoupon. Un peu plus d'1 mois après ces lettres de créance au chef de l'État, le nouvel ambassadeur des États-Unis au Togo se présente à l'ensemble du corps diplomatique. À sa résidence, consuls, ambassadeurs accrédités au Togo et membres du gouvernement ont été conviés.
L'officiel de la Maison-Blanche au Togo s'est réjoui de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé avant de réaffirmer la position de son pays à soutenir le Togo dans son processus de développement économique et l'enracinement de la démocratie. La sélection du Togo, programme seuil du Millennium Challenge, est une reconnaissance des progrès accomplis par le Togo au cours des années récentes et vise à l'encourager à faire encore davantage de réformes pour lui permettre d'accéder à une plus grande assistance à l'avenir dans le cadre du programme Compact du Millennium Challenge. Le conseil d'administration du Millennium Challenge a noté la nécessité pour le Togo d'élargir la participation démocratique et de renforcer l'état de droit et la transparence. L'ambassade des États-Unis a joué un rôle important dans le renforcement de la démocratie au Togo pendant plusieurs années. Je souhaite vous rassurer ce soir que nous allons continuer de jouer ce rôle en vue de faciliter un dialogue qui aboutira à des réformes constitutionnelles et institutionnelles. David Guillemot, le nouvel ambassadeur, a saisi l'occasion pour lui aussi présenter Victor Luboïski, le nouveau directeur du Corps de la paix au Togo, une des grandes organisations des USA qui interviennent dans les secteurs de développement, notamment dans la formation sociale, l'agriculture, l'éducation, la santé et la culture. Les deux hommes se sont félicités des chantiers de développement actuels en cours au Togo, ainsi que les réformes amorcées dans plusieurs domaines d'activité. Ils ont émis le vœu de voir se consolider les acquis, vu que les défis sont encore nombreux à relever. Également dans l'actualité ce soir, cette rencontre OTR, Société pétrolière qui opère au Togo. Il s'agit pour le premier OTR donc d'amener les seconds, les pétroliers, à respecter les procédures de dédouanement de leurs produits. En clair, payer les taxes en toute transparence. Prudent Zissou. Les sociétés pétrolières installées au Togo appelées à se conformer aux nouvelles mesures relatives aux procédures de dédouanement de leurs produits. Cette mise au point a été faite lors de cette rencontre d'échange organisée par les responsables de l'Office togolais des recettes avec leurs partenaires que sont ces acteurs pétroliers. Les débats ont également porté sur l'amélioration des procédures de recouvrement des droits et taxes sur les produits pétroliers, des procédures que la plupart ne respectent pas. Dorénavant, toutes les déclarations de mise à la consommation doivent se faire à date. Voilà, parce que nous avons constaté qu'il y a un décalage entre la mise à la consommation et l'introduction de ces déclarations dans nos systèmes. Ça nous pose un problème de statistiques. Pour ce qui concerne maintenant le paiement, nous avons constaté aussi qu'il y a la réglementation qui est là. Il y a le paiement au comptant, il y a aussi le paiement en différé en ce qui concerne les droits et taxes sur les produits pétroliers. Nous avons constaté qu'aucune société ne s'est inscrite dans aucune procédure. Sauf que le constat, c'est que les gens payent les droits et taxes autant voulu, ce qui n'est pas normal. Alors par rapport à cette rencontre, nous avons essayé de leur rappeler la réglementation en vigueur et les inviter à s'y conformer. Et l'auteur est disposé à écouter et prendre en compte les difficultés que chacun d'entre eux va évoquer pour voir dans quel sens nous allons marcher ensemble. Autre préoccupation lors de ces assises, la contrebande des produits pétroliers qui plombe les recettes publiques ces dernières années au Togo. La lutte contre ce phénomène sera renforcée avec l'opération Entonnoir afin d'aider les sociétés pétrolières à améliorer leurs recettes et s'acquitter à temps de leurs obligations vis-à-vis de l'administration fiscale. Au niveau de nos préoccupations, je pense que la préoccupation majeure qui ne concerne pas que la STSL, Togo Shell ou les autres marketeurs, c'est tout simplement la lutte contre le marché illicite, puisque plus nous luttons contre le marché illicite, plus l'OTR et l'ensemble des acteurs seront gagnants. Toujours dans le souci d'une amélioration de l'activité pétrolière au Togo et d'asseoir un système de recouvrement plus efficace, il est prévu la mise en place d'un comité qui sera composé des membres des deux parties afin d'amener toutes les sociétés pétrolières au respect de la réglementation.
Notre deuxième titre ce soir, c'était réunion de crise à l'université de Lomé. Autour de la table de discussion, vous allez le voir, le ministre Octave Broum, les autorités universitaires, les délégués étudiants, motif de la rencontre, trouver une solution apaisée à la crise à l'université de Lomé. Les étudiants réclament, vous le savez, de meilleures conditions de vie et de travail. Le compte rendu de Félix Simdacha. Sur les lieux, les stigmates témoignent de l'ampleur des heurts. Passage encore barricadé, voitures de police calcinées et bien d'autres dégâts. Et pour cause, une revendication d'un mouvement estudiantin qui a préféré la manière forte à la négociation. Les étudiants, dans leur communiqué, ont parlé de manque de bus, de manque d'artères sur le campus pour se déplacer. Ils ont parlé des cours à reprendre, pour certains, dans le système LMD. Ils ont parlé des résidences universitaires. En tout cas, c'est des revendications qui ne sont pas nouvelles. Depuis l'année dernière, c'était la même plateforme qui était présentée. Donc il n'y a rien de nouveau. Et je dois quand même dire ici que le gouvernement a commencé à travailler sur beaucoup de ces problèmes-là. Et les étudiants sont informés. Donc ce qui est étonnant, c'est le fait qu'ils soient revenus avec cette nouvelle façon de revendiquer. Si nous prenons le bus, l'université a négocié avec le gouvernement que Sotral prenne désormais en charge le transport des étudiants. Nous sommes presque arrivés à la fin. Il y a de petits détails à régler pour que la chose puisse aller, et puis c'est tout. Au niveau du système LMD, avec ces difficultés d'application, on fait, le dossier n'est pas fermé. On continue encore à réfléchir sur la façon dont on va adapter le système LMD à notre comportement, à notre situation ici. Donc il y a sur tous les points qu'ils ont lancés, sur la cité universitaire. Ce n'est pas toutes les cités universitaires qui sont rénovées. Il y a des cités universitaires qui sont restées en l'état et qui coûtent moins cher que les cités rénovées. Donc en fait, il y a des solutions qui sont là, qui ne satisfont peut-être pas tout le monde, mais qui sont là quand même. Et nous travaillons à améliorer ces résultats-là, c'est tout. Le mieux vivre et de meilleures conditions de travail, cela peut s'obtenir sans destruction des biens publics. Malheureusement, c'est ce à quoi les étudiants ont eu recours, même s'ils ne s'y reconnaissent pas et demandent à présent la calmie au sortir de cette rencontre de crise. Les bus universitaires n'arrivent plus à nous transporter au quotidien. Et la plupart des bus qu'on nous a achetés tombent souvent en panne. Les cités sont dans un état piteux et il est impérieux donc de rénover ces cités. Donc c'est dans cette dynamique que nos amis du MIT ont lancé la manifestation d'aujourd'hui. Mais ce que nous déplorons, c'est un peu le fait que la manifestation a un peu débordé. Car aujourd'hui, un pick-up de la police nationale a été brûlé. Et nous nous demandons vraiment si c'est nos camarades étudiants qui ont brûlé ces bus. Car la plupart du temps, lorsque nous revendiquons à l'université, nous revendiquons sans violence. Nous revendiquons les mains nues. J'appelle les camarades à être sereins à l'université de Lomé. Car nous sommes là pour étudier. Un climat apaisé plus propice à un meilleur encadrement académique, c'est ce à quoi aspirent les autorités universitaires. Raison de la tenue de cette réunion de crise en présence du ministre de tutelle. Une association du nom de MIT a organisé avec ses acolytes des violences d'une ampleur inégalée sur le campus de l'université de Lomé, faisant appel à des gens venus de l'extérieur et cela a entraîné des dégradations importantes, des blessés parmi les rangs de la police et d'autres blessés graves. Et nous avons donc fait le point cet après-midi pour recouper toutes les informations afin de les analyser et voir quelles sont les mesures idoines à prendre. En attendant de répondre à toutes les préoccupations, il est important que l'esprit de négociation prime sur celui de la violence. Et voilà donc la situation qui prévaut sur le campus universitaire de Lomé. Nous sommes avec le ministre Octave Broum, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Gerson. On vous a écouté tout à l'heure dans le sujet, à l'issue donc de cette réunion de crise. D'abord, votre réaction, une fois encore, par rapport aux violences. Vous avez parlé d'une violence inégalée sur le campus universitaire de Lomé. Oui, en effet. Est-ce que vous n'avez pas senti le vent venir? Non, sentir le vent venir, il n'y a pas de... Bon,
pour dire les choses, d'abord, je voudrais présenter ma compassion à tous celles et ceux qui ont été victimes de ces violences organisées par l'association appelée MIT. Et vous avez vu que les raisons avancées sont de purs alibis, puisque aucune de ces raisons ne peut justifier la crispation violente qu'on a observée sur le campus. Les gens qui sont des étudiants, qui réclament de meilleures conditions de transport, comme l'a dit le président de l'université, il a été décidé de transférer ce service social à une société Sotran qui a pris toutes les dispositions pour techniquement commencer à transporter les étudiants dès la semaine prochaine. Alors, que ce soit à propos des logements, il y a 8 cités, il y a 7 cités qui n'ont pas été rénovées, qui ont gardé le même prix qu'avant. Il y a un seul qui a été rénové où le prix est monté. Ça ne peut pas donner lieu, vous en conviendrez, à une crispation violente. C'est depuis la semaine dernière que le mouvement a commencé sur le campus. Oui, en effet. Est-ce que vous êtes entré tout de suite en dialogue avec les étudiants pour éviter la situation d'aujourd'hui? Non, le problème n'est pas l'absence de dialogue. Le problème, c'est que nous avons affaire là à une catégorie bien cernée d'étudiants qui ont décidé d'organiser la violence. Sinon, vous avez pu voir les délégués d'étudiants qui représentent la majorité écrasante des étudiants, puisqu'ils sont élus. Cela, c'est une association. Et la plupart des étudiants n'étaient pas dans la logique de la violence. D'ailleurs, parmi les gens qui sont venus brûler, et intentionnellement sont venus pour brûler notamment la DAS, ce sont les étudiants eux-mêmes qui ont permis d'arrêter un de ceux-là qui n'était même pas étudiant. Donc ils sont venus avec l'intention de brûler la DAS. La DAS, c'est la direction des affaires académiques et de la scolarité, qui constitue la mémoire des activités de l'université. C'est là que les diplômes sont authentifiés, les crédits, le cursus des différents étudiants. Donc voilà des gens qui viennent avec l'intention de brûler la DAS. Ils sont allés s'attaquer par exemple au centre d'informatique et de calcul pour là aussi commettre des dégâts. Ce ne sont pas des attitudes d'étudiants. Ils sont allés au niveau des restaurants universitaires, ils ont versé du sable. Cet après-midi, vous avez tenu cette réunion de crise. C'est pour faire le point. Pour faire le point, vous avez voir à peu près d'analyse. Oui. Après le recoupement donc des informations, qu'allez-vous faire maintenant? Non, il est important de dire que les violences qui ont été perpétrées par certains étudiants ne sont pas il n'y a pas l'adhésion de la majorité, de l'écrasante majorité des étudiants. Et donc, de ce point de vue, les responsables, les autorités universitaires appuyées par nous-mêmes, nous prendrons toutes les dispositions pour que les activités continuent de se dérouler dans la sérénité. Je voudrais dire aux étudiants et aux étudiantes qui ont subi ces violences, je voudrais les rassurer. Je voudrais rassurer également les anciens chercheurs qui ont, à partir de certaines dérives, ont eu des situations pas très gaies. Je voudrais les rassurer que et les autorités universitaires et nous-mêmes, nous prenons les dispositions pour que les activités, parce que certains sont déjà en examen, et dans 2 semaines, les examens se profilent, et donc les activités vont se poursuivre dans la sérénité. Toutes les dispositions sont prises pour cela. Voilà, vous mettrez plus de policiers sur le campus, vous allez tenir un discours d'apaisement. Non, le discours d'apaisement, vous savez que quand les gens sont intentionnellement, je vous dis que ce sont des alibis, puisqu'ils savent que ces problèmes évoqués sont en voie de résolution. Alors, quand les gens sont intentionnellement décidés à brûler, à casser, évidemment, ils trouvent les moyens de le faire. Et donc, c'était l'alibi, mais il y aura des systèmes de contrôle plus rigoureux, de façon à ce que le campus soit sécurisé. Bien, merci Monsieur le Ministre pour ces précisions. Est-ce que vous ayez encore un aspect ajouté que nous n'avons pas évoqué dans nos questions? Non, tout simplement encourager la communauté universitaire, ne pas se décourager. Les activités se poursuivent et nous évaluerons la situation heure par heure. Et je voudrais vraiment féliciter les étudiants
dans leur écrasante majorité, qui ont réagi avec beaucoup de sens de responsabilité, et tous les autres responsables. Merci. Merci, Monsieur Octavien Lebron. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous sortez donc d'une réunion de crise cet après-midi avec les étudiants et les autorités universitaires suite à cette crise sur le campus universitaire de Lomé. Autre sujet évoqué ce soir, la sécurité alimentaire Togo. Il s'agit précisément ici de l'initiative GIZ, un programme qui prend en compte dans un plan stratégique les femmes en âge de procréer, les enfants de 0 à 3 mois. Les précisions, Éric Djanepo, Pierre Sossopo. Le Togo est l'un des pays qui a réussi à assurer son autosuffisance alimentaire grâce à son programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, PNIASA. Toutefois, l'alimentation, en particulier celle des femmes et des enfants, reste insuffisante tant en diversité qu'en qualité. Cette situation est due aux faibles disponibilités en aliments riches en vitamines et en micronutriments pour les produits issus de leur propre production. Pour améliorer cette situation, le ministère de la Coopération allemande, à travers la GIZ, a initié un programme de sécurité alimentaire qui prévoit une contribution pour réduire la malnutrition, la pauvreté et la faim au niveau des femmes et des enfants. Ce projet vise à mettre en place une approche multisectorielle parce que pour lutter contre la malnutrition, ça ne suffit pas seulement d'améliorer un secteur, par exemple l'agriculture. Il faut aussi améliorer les conditions sanitaires des jeunes, l'éducation. Donc c'est un thème très très complexe. On va essayer d'introduire des cultures agricoles qui sont nutritivement très importants, comme par exemple le soja, le moringa oleifera, et il y a la patate douce orange. Un ambitieux programme qui vient appuyer le ministère en charge de l'agriculture et celui de la santé dans leurs actions quotidiennes pour améliorer les conditions de vie des populations. Au Togo, ce programme quinquennal vise surtout à améliorer les conditions de vie des femmes en âge de procréer et des enfants de 0 à 23 mois. 6 000 femmes et 7 000 enfants seront pris en compte dans la région maritime. Il s'agit de 20 villages dans 4 préfectures, Zio, Yoto, Vo et Bamoun. La sécurité alimentaire avec cet autre projet, le projet Kennedy Round. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le Japon nous envoie du riz et du blé chaque année. L'argent issu de la vente de ce don est reversé dans les projets socio-économiques. Ce matin, la ministre du Commerce a réceptionné ces produits Kennedy Round, le compte rendu de Komu Boyote. Ce don du Japon au Togo s'inscrit dans la dynamique d'aide alimentaire du projet Kennedy Round pour le compte de l'année 2014. 1573 tonnes de riz blanchi aux États-Unis et 5221 tonnes de blé en provenance de France, le tout estimé à 1,4 milliard de francs CFA. L'initiative vise à renforcer notamment la sécurité alimentaire au Togo. Le Caire, dont la cérémonie de remise nous réunit ce jour, ne se limite pas uniquement à une aide destinée à la fourniture de riz et de blé. En effet, cette aide a aussi pour objectif d'améliorer la balance des paiements du pays et de favoriser d'importantes économies de devises étrangères qui auraient dû être affectées à l'importation de riz et de blé. Ces produits seront vendus à des prix raisonnables aux populations, notamment celles vulnérables sur l'ensemble du territoire. Les fonds issus de la vente serviront à la réalisation des projets socio-économiques de base. Sur le marché national, l'aide alimentaire du Japon a favorisé l'accès aux produits de première nécessité en influant sur les disponibilités, la qualité et les prix des produits. On note une baisse du prix de la farine qui est passé de 19 000 francs le sac de 50 kg à 16 650 francs et le maintien de ce prix stable ont favorisé une augmentation de la consommation de la farine de blé au Togo. En effet, la consommation de la farine de blé produite par la SGMT au Togo est passée de 17 478 tonnes en 2010 à 42 633
tonnes en 2014. Concernant le riz, la vente du riz des projets KR à des prix abordables a un prix impact positif sur le marché domestique dans la mesure où ce riz vient accroître la disponibilité physique et l'accessibilité des céréales sur les marchés locaux. Le riz des projets KR a comblé une part non négligeable de la demande en riz sur le marché domestique. À noter que le projet Kennedy Round est une réponse du Japon à l'appel des Nations Unies depuis 1968 à l'endroit des pays développés dans le but de renforcer les relations bilatérales entre eux et les pays en développement. Dans le reste de l'actualité, l'INAM se fait mieux connaître des journalistes. La notion même de l'assurance maladie, les principes, le vocabulaire, les prestations, eh bien tout ceci est passé en revue depuis ce matin par la presse à l'initiative de l'Institut d'assurance maladie. Les précisions de Chassim Lambaga. La presse, dans son rôle d'information et de sentinelle, sert de courroie de transmission entre l'Institut national d'assurance maladie INAM et les bénéficiaires. Elle porte également un regard critique sur les prestations de l'INAM dans les émissions, débats, les analyses et les commentaires. Si ce rôle de service public des médias est très apprécié par l'INAM, l'Institut déplore cependant quelques manquements observés ici et là. Des manquements dus, selon les responsables de l'INAM, essentiellement à l'ignorance des principes fondamentaux qui régissent la protection sociale en général et l'assurance maladie en particulier. La présente session vise à remédier à cet état de choses. Au cours de ces premières années d'évolution de l'INAM, nous avons compris et c'est confirmé que les hommes des médias ont un rôle important à jouer dans la sensibilisation, dans l'information, dans le regard critique qui peut porter sur l'action menée pour la prise en charge des assurés. Et c'est donc pour cela que, continuant dans notre lancée, à savoir permettre aux hommes de médias de disposer d'informations, d'une connaissance qui permettent d'apprécier, d'analyser et surtout de rechercher l'information à mettre à disposition des assurés de la population. Nous avons jugé utile de nous asseoir avec eux. Concepts et principes de base en assurance maladie, panier des soins, contenu et évolution, la gestion des risques en assurance maladie et le contrôle des prestations sont entre autres sujets qui seront abordés avec en toile de fond le rôle et la place des hommes des médias dans la mise en œuvre d'un programme d'assurance maladie universel. Le média se doit de porter un regard critique, une critique positive, constructive, qui permet d'améliorer. Le média est l'observateur qui permet d'évoluer et de faire évoluer nos pratiques et obtenir un meilleur service. Cette session de formation est saluée à sa juste valeur par les professionnels des médias qui n'entendent qu'à mieux jouer leur rôle d'éveil en accompagnant l'INAM dans sa mission. Je crois qu'il y a des a priori. Espérons qu'à la fin, nous allons mieux cerner les concepts qui sont utilisés, le mécanisme de couverture, comment sont déterminés le panier des soins qui sont pris en charge, tout cela. Et à partir de là, nous pourrons mieux évaluer les services de l'INAM et donc mieux aider l'INAM à assurer la couverture médicale. L'INAM, c'est une bonne chose, mais l'INAM nous explique comment cela se passe. Au terme de cette rencontre, l'INAM espère poser les fondements d'une relation de confiance mutuelle avec les médias afin de mieux accomplir sa mission de couverture des risques liés à la maladie, aux accidents non professionnels et à la maternité des bénéficiaires. Il est 20h33. Voici venu le temps du sport et voici M. Claude Ava. Bonsoir Claude. Bonsoir mon très cher. On va parler ce soir essentiellement de football avec le championnat d'Afrique des Nations démarré samedi au Rwanda qui fait son petit bonhomme de chemin. Vous allez en parler ce soir. Effectivement à Gerson, le groupe B était à l'honneur aujourd'hui pour le compte de la deuxième journée. La RDC a battu l'Angola 4-2 alors que le Cameroun et l'Éthiopie se sont séparés 2-2, 0 partout. Hier déjà, le Rwanda, pays hôte, a signé sa seconde victoire au départ du Gabon 2-1. La Côte d'Ivoire de son côté a assuré le résultat minimum 1-0 face au Maroc. Des précisions sur la deuxième journée du groupe A avec Lamine Koko Konaté. Avant sa sortie face au Maroc, comptant pour la deuxième journée du groupe A,
La Côte d'Ivoire était dos au mur avec 0 points au compteur. Une pression difficile à gérer par les éléphants locaux qui ont eu du mal à poser le ballon, tout comme leurs adversaires marocains. Des Marocains qui créent à un moment donné quelques rares occasions mais infructueuses sont punis en fin de la première période sur ce pénalty de Yannick Zakri. Avec cette avance, la Côte d'Ivoire revient très forte en seconde partie sans pour autant corser la mise. Elle a failli concéder l'égalisation suite à ce coup franc de Mohab Batman qui vient mourir sur la barre transversale à la 69e minute. La Côte d'Ivoire l'emporte donc 1-0 et se classe derrière le Rwanda, premier du groupe A avec 6 points, 2 victoires en 2 sorties, déjà qualifiés pour les quarts de finale, une première pour les Amaroubis. Le deuxième billet de ce groupe se jouera dimanche entre la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Maroc. Ballotage favorable aux Ivoiriens. Pour les matchs de coupe en Europe qui sont déroulés hier. Oui, presque tous les gros morceaux sont en huitième de finale. Je vais parler donc de la Coupe de France. Une huitième de finale qui ne verra malheureusement pas la participation de Lille, sortie par les amateurs de Trébissac. L'exploit de ces 16e de finale, la joie des footballeurs amateurs de Trélissac qui sortent Lille. Pourtant, c'était mal engagé pour le club de CFA puisque Ronny Lopez ouvre le score pour les nordistes. Trélissac va égaliser grâce à Cavagnol à l'heure de jeu. La qualification se joue dans l'épreuve des tirs au but. L'ancien joueur de l'Uznac, Nicolas Dezenclos, donne la victoire à son club. Lille se consolera avec sa demi-finale de Coupe de la Ligue contre Bordeaux la semaine prochaine. Enfin une victoire à domicile pour l'OM. Pour la première fois depuis le 26 novembre, les Marseillais se sont imposés au Vélodrome. Un succès obtenu dans la douleur face à Montpellier. Ouverture du score à la 41e minute. La frappe écrasée d'Enkoudou est détournée dans son propre but par Ben Sebaini. 1-0 puis 2-0 à la 55e. L'OM se donne de l'air grâce à Brice Djadjedje, opportuniste. Marseille conservera cet avantage jusqu'au bout et l'emporte donc 2-0. Une victoire qui va faire du bien. L'OL de son côté évite le piège face à Chambly. Malgré le grand froid et un terrain gelé, les Lyonnais ont dominé leur adversaire de National. Victoire 2-0 grâce à des buts de Maxwell Cornet et Mathieu Valbuena. Ils ont rebondi après 2 défaites de suite. Ça passe également pour Monaco sur la pelouse d'Évian. Les joueurs de Leonardo Jardim ouvrent le score à la 47e minute grâce à cette tête de Lassina Traoré. Évian revient dans la partie après la pause. Morgan Camin trompe Paul Nardi, mais en prolongation, Mario Pasalic redonne l'avantage à Monaco. Puis en toute fin de match, Elder Costa enterre les derniers espoirs évianais. Score final 3-1 et 3e défaite de rang pour les Hauts-Savoyards. Enfin, Nantes élimine le FC Mantois. Un seul but dans ce match, il est signé Alejandro Bedoya à la fin de la première période de la prolongation. Entré 40 secondes plus tôt, l'Américain marque sur son tout premier ballon. Seule mauvaise nouvelle de la soirée pour Nantes, la sortie sur blessure de Yacine Bamou, touché à l'épaule. Dans les autres rencontres, Troyes a remporté sa première victoire de la saison en temps réglementaire. Succès 3-1 sur la pelouse de Concarneau, club de CFA. Même score pour Lorient à Boulogne, pensionnaire de National. Mais les Bretons auront eu besoin d'une prolongation pour rallier les huitièmes de finale. C'est tout hier soir. Samedi, les férus du championnat anglais retrouveront Alfred Colani à travers Direct. Merci beaucoup Claude Amand. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle l'essentiel en titre. La visite du président Fornia Simbeye en Arabie Saoudite. Visite réalisée par 3 accords de financement qui ont été signés. L'éducation, les infrastructures routières, l'énergie sont les secteurs concernés. Merci. Très belle fin de soirée chez vous.